Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que vous aimez beaucoup, c'est les GPU externes, les iGPU, ces gros boîtiers en fait qui permettent de booster les performances graphiques des Mac qui n'ont pas toujours des grosses cartes graphiques comme ici avec les portables. Vous savez que depuis l'été dernier, donc macOS prend enfin à peu près en charge correctement donc ces boîtiers, on peut forcer les applications à les utiliser. Il y a aussi Blackmagic donc qui a sorti également l'été dernier ce gros boîtier donc très adapté au monde Mac et là ils viennent de sortir donc une version Pro qu'on va aller tester aujourd'hui. Bref, l'idée aujourd'hui c'est de faire un petit bilan après 6 mois hein, puisque ce boîtier est là donc sur mon bureau depuis l'été dernier et puis de voir si ça vaut le coup ou pas d'acheter des iGPU. Alors on va commencer par parler des avantages du GPU externe et le premier je l'avais un petit peu négligé durant mon test l'été dernier, c'est vraiment le confort de travail, c'est-à-dire que vous allez avoir une machine qui ne chauffe pas puisqu'elle utilise beaucoup moins son GPU interne, elle va donc moins ventiler, elle va faire moins de bruit avec un GPU externe comme celui de Blackmagic en plus qui est très silencieux, il ne fait quasiment aucun bruit. En fait on va avoir une station de travail qui est hyper silencieuse et ça l'air de rien au quotidien c'est très bon et c'est aussi très bon pour la durée de vie de la machine puisque ici la machine va moins chauffer, on a déjà vu des cartes graphiques grillées donc je pense qu'à terme c'est vraiment tout bénef. Alors évidemment si on achète ça c'est pour gagner en performance, on verra des benches juste après, mais l'idée ici c'est aussi surtout de gagner en fluidité, en confort de travail et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ressent assez rapidement. C'est vrai que vous avez une machine qui est déjà plus performante, par exemple vous appliquez des effets sur une timeline de Final Cut Pro, elle va réagir beaucoup mieux, il y aura moins de drop frame, elle va moins ramer dans tous les coins, surtout si vous n'avez pas de GPU évidemment dédié, mais là c'est vrai que même sur un 15 pouces comme ça, on ressent au quotidien une sensation de fluidité et surtout la machine, elle va beaucoup mieux tenir la charge dans la durée, on le disait, elle chauffe moins, donc les fréquences baissent moins et ça c'est vrai que c'est hyper agréable pour travailler. Alors un dernier point qui est souvent abordé dès qu'on parle d'IGPU, c'est évidemment les performances 3D dans les jeux, dans les logiciels de modélisation, dans les logiciels par exemple d'architecture, tout ce qui a besoin de 3D donc temps réel. Alors effectivement ça va bien booster le GPU qui est ici, surtout s'il n'y a pas de GPU, si vous avez un 13 pouces par exemple, là vous pourrez vraiment jouer à des jeux par exemple, vous pourrez vraiment utiliser des applications de 3D, mais attention, ici il y a quand même une bande passante entre les deux qui est 10 fois inférieure à ce qu'on a dans une tour PC si on met la même carte à l'intérieur. Donc voilà, on a des performances qui seront très limitées, surtout si vous montez en résolution, si vous n'utilisez pas d'écran externe puisque le flux va devoir faire donc l'aller-retour. Bref, c'est pas fait pour ça, c'est pas je pense une utilisation idéale si vous faites que ça toute la journée, si vous faites du jeu, de la modélisation. Par contre, ponctuellement, ça pourrait être intéressant pour pas avoir deux machines, pour vraiment pouvoir profiter un petit peu du meilleur des deux mondes. Donc ça, c'est un bon complément, mais je dirais qu'il faut pas acheter un GPU externe uniquement pour jouer, puisque voilà, pour le prix, vous pouvez quasiment vous payer un PC. Alors rapidement, on va parler des inconvénients, puisqu'il y en a quand même dans ce type de solution. Et le premier pour moi, c'est tout ce qui est encombrement, bruit, nuisance sonore. Et ça, c'est vrai que c'est un des atouts de ce modèle de Blackmagic, qui est quand même gros. Regardez cette petite tour, mais celui de Razer par exemple est encore plus gros. C'est vraiment des monstres. Il faut mettre des grosses cartes graphiques dedans, il faut une grosse soufflerie, une grosse ventilation. Ça consomme quand même entre 200 et 400 watts, comme si vous aviez un PC à côté de votre Mac en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, notamment au niveau du bruit. Et ça, je le redis, quand vous avez ça toute la journée à côté de vous, que ça prend du bruit, que c'est pas beau, que ça prend de la place, et en plus ça fait une énorme soufflerie, et bien c'est pas toujours agréable au quotidien. Alors pour moi, le deuxième inconvénient de ces solutions, c'est vraiment le manque d'intégration et d'optimisation. En fait, on a beaucoup de potentiel ici, mais qui n'est pas totalement exploité. Et ça commence du côté d'Apple, puisque dans macOS, en fait, on va devoir donc cliquer sur l'icône de chaque application pour forcer l'utilisation donc du GPU externe plutôt que de la carte interne. Et puis même au sein des applications, l'utilisation n'est pas totale. Suivant les apps, des fois, il y en a qui sont capables d'utiliser plusieurs GPU, d'autres pas. D'autres qui n'utilisent pas assez encore le GPU, qui se reposent encore beaucoup sur le CPU. Bref, il y a encore beaucoup de travail aussi bien du côté d'Apple que du côté des éditeurs. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand on met autant d'argent là-dedans. Alors extérieurement, c'est vraiment deux jumeaux. D'ailleurs, je vous mets au défi de les distinguer. Il y a quand même une petite différence par rapport au modèle qu'on a testé cet été. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est la présence d'un port DisplayPort. Donc voilà, ça peut être assez utile. Mais je vous rappelle donc que l'atout de ces boîtiers par rapport aux autres, c'est vraiment d'être silencieux, c'est vraiment de ne pas prendre trop de place et surtout d'avoir une deuxième prise Thunderbolt pour brancher des écrans USB-C ou Thunderbolt 3. Et ça, pour l'instant, c'est le seul du marché à le faire et c'est quand même pas rien. Alors à l'intérieur, on a une carte AMD Vega 56 qui est donc une carte aujourd'hui moyenne gamme, qui était plutôt dans le haut de gamme il y a 1 an et demi, mais vous voyez qu'elle a déjà 1 an et demi. Elle était dans l'iMac Pro il y a 1 an, elle a été présentée par AMD un petit peu avant, elle a été aussi réduite au niveau des fréquences, alors comme dans l'iMac Pro, pour que ça consomme pas trop, que ça fasse pas trop de bruit, ce qui est aussi un petit peu frustrant. Donc voilà, on a une carte qui est bridée, qui arrive un peu en retard. Moi j'aurais préféré avoir ça il y a 1 an et demi, et puis surtout quand ils ont présenté le premier modèle, l'avoir directement en option, parce qu'il y a beaucoup de gens je pense qui vont être dégoûtés d'avoir acheté la première version. Alors voilà, ça veut pas dire que c'est un mauvais GPU, mais c'est vrai que du point de vue de Blackmagic, j'aurais préféré une Vega 64 directement, peut-être qu'ils vont la sortir, ou une des nouvelles cartes AMD là qui va sortir ces prochaines semaines. Alors on commence avec quelques benches donc de performance sous Luxmark et Geekbench, donc qui sont assez théoriques, qui poussent les cartes au maximum, mais qui permettent déjà de se rendre compte du potentiel de performance. Et vous voyez
que par rapport à une machine ici portable qui a une petite carte donc dédiée, et ben malgré tout on est sur des performances sur un rapport de 1 à 3 ou 4 hein, suivant ce qu'on met en iGPU. Et puis regardez par rapport au Mac mini, au MacBook Pro 13 pouces, alors là on multiplie quasiment par 10 les performances graphiques, ce qui est absolument incroyable. Donc voilà, il y a beaucoup de potentiel dans ces cartes. Par contre, il faut faire quand même attention à ces logiciels de bench, effectivement à ce qu'on mesure, puisque vous voyez que sous Geekbench, alors j'ai refait les tests plusieurs fois, j'ai regardé un petit peu sur le net, et c'est vrai que là, ma Vega 64, eh ben, il la met en dessous de la Vega 56, ce qui est quand même incroyable, alors qu'elle est théoriquement plus puissante, mais bon, là, elle avait que 8 Go de mémoire, donc ça dépend un petit peu de ce qu'on teste. Bref, tout ça pour vous dire que le simple fait de mettre un iGPU, c'est déjà un énorme gain en fait par rapport à la carte que vous allez avoir là-dedans. Alors maintenant, on va parler des gains vraiment dans les applications, hein, en pratique avec des vrais logiciels. Et avant d'aller plus loin, moi je voudrais quand même revenir un peu là-dessus. Quand je vois des tests de GPU externes, souvent ce qu'on oublie de vous dire, c'est que pour faire ces tests, pour faire ces benches, pour avoir des benches cohérents et vous dire oui, le GPU externe apporte 20-30% suivant telle carte, il faut mettre en place des tests qui sont assez complexes en fait. C'est-à-dire que tous les programmes ne prennent pas en charge correctement les GPU déjà par rapport au CPU. Par exemple, des fois dans Final Cut Pro, dans After Effects, il vaut mieux passer de 2 à 4 cœurs que d'avoir un plus gros GPU. Je sais, c'est un petit peu aberrant, mais aujourd'hui ces programmes ne sont pas totalement optimisés pour le GPU, ce qui est un peu dommage. Des fois dans macOS, vous forcez le GPU externe et c'est quand même le GPU interne qui va être utilisé, même pire des fois le GPU Intel, ce qui est quand même délirant. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas la main là-dessus, on ne sait pas vraiment pourquoi des fois ils utilisent l'un plus que l'autre. Suivant si vous branchez un écran sur le GPU externe ou pas, ça va fonctionner un peu différemment. Des fois on fait 3 fois le même test, on a des résultats totalement incohérents. Bref, c'est important que je vous dise ça parce que ça reflète bien l'usage qu'on a ici. C'est pas parce que vous achetez ça que vous allez avoir 30% de performance graphique sur tous vos calculs graphiques. Non, c'est faux. Ça dépend de l'optimisation, de macOS. Ça dépend même des effets au sein des logiciels. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyeux quand on met autant d'argent là-dedans. Alors, je trouve que ces tests sous Final Cut Pro illustrent bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que suivant le type d'export, par exemple ici entre le ProRes et le H264, on va avoir le GPU qui travaille ou pas. Vous voyez qu'il y a des écarts des fois qui sont quasiment nuls, alors que des fois on peut diviser par 3 les temps de calcul, hein, ce qui est quand même énorme. Et puis suivant le type d'effet, on va utiliser plus ou moins le GPU, le CPU. Donc suivant le type de carte, on va avoir plus ou moins de gains et c'est aussi lié justement à l'utilisation de la carte. Si vous utilisez la carte qui a 20%, bah, finalement quelque part vous n'avez pas besoin d'avoir le plus gros modèle. Donc finalement la 580 s'en sort vachement bien par rapport à la carte interne, mais après c'est pas parce que la Vega 64 sera toujours la plus rapide que la différence sera énorme par rapport à l'entrée de gamme. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir des benches comme ça pour voir les écarts de performance. Alors c'est vrai que dans le milieu pro, la suite Adobe elle est quand même vachement utilisée. Vous êtes nombreux à me demander des benches avec les iGPU et très franchement j'ai beaucoup de mal à trouver des exemples vraiment percutants. Alors les choses s'améliorent un petit à petit, les optimisent quand même pour Mac, pour les cartes AMD, pour les iGPU. Vous voyez qu'ici on a des écarts assez importants entre la 580 et la Vega 64, donc on se dit voilà, c'est plutôt cool, ils bossent bien leur sujet, sauf que voilà, j'ai refait exactement le même test avec la carte interne de mon MacBook Pro et j'ai les mêmes résultats que la 580, ce qui est quand même assez grotesque. Donc voilà, ça peut valoir le coup là de prendre la carte la plus puissante dans ce cas-là, mais c'est vrai que ce cas de test, il est vraiment marginal, je dirais, par rapport à tous les tests que j'ai pu faire sur la suite Adobe et qui étaient vraiment pas très probants. Alors sur un programme comme Resolve qui est quand même hyper optimisé pour les GPU externes, vous pouvez mettre plusieurs iGPU, ben, vous voyez que ici on gagne immédiatement donc des temps de calcul divisés par 2, donc ça c'est vraiment pas mal. Le simple fait de mettre une 580 c'est déjà intéressant et après l'écart se réduit un petit peu, on est autour de 10-15% de gain, ça dépend un peu de la carte, ça dépend un peu du type d'effet. Là l'effet grain de film est quand même assez costaud en termes de GPU, mais malgré tout voilà, peut-être que sur un gros film l'écart sera un peu plus important, mais là par exemple la Vega 56-64 est vraiment dans un mouchoir de poche. Donc voilà, ça fait quand même relativiser, même sur des applications très optimisées, finalement d'avoir la plus grosse carte, c'est pas forcément des gains qui sont monstrueux. Alors vous voyez que jusqu'à présent, j'ai fait des benches quand même surtout avec mon 15 pouces, qui avait déjà une carte graphique, donc qui offrait quand même des performances intéressantes, que beaucoup par exemple de vidéastes utilisent. Mais si vous prenez par exemple un des derniers MacBook Pro 13 pouces de 2018, qui lui n'a pas de GPU dédié, et bien là vous voyez que l'écart avec par exemple la Vega 64, il est énorme, hein, ça peut aller d'un rapport de 1 à 4 au niveau des temps de calcul, et surtout ça peut transformer en fait ces petites machines qui sont à l'origine pas tellement faites pour faire du montage vidéo, pour faire des traitements graphiques, en véritable petite station de travail portable. Donc vous avez voilà, le portable hyper mobile que vous pouvez transporter, mais qui devient une vraie bête de course lorsque vous l'associez donc à un GPU externe. Et ça quand même, c'est hyper important aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Alors on termine avec un bench de jeu, hein. J'en ai déjà fait plein sur les iGPU, vous pouvez aller les voir, mais ça vous permet aussi de vous faire une idée du gain de performance à attendre en 3D temps réel, à doubler les performances donc avec un iGPU simplement qui a la 580,
et même à pratiquement les tripler donc avec cette Vega 56 dans un jeu récent quand même, dans Rise of the Tomb Raider, là joué en 1080, détail médium à 70-75 FPS, c'est quand même pas mal, sachant que ces cartes feraient beaucoup mieux évidemment en interne, et il faut aussi lui accoler donc un écran externe, ça c'est indispensable si vous voulez obtenir ces performances. Donc voilà, ça fait beaucoup de compromis, c'est vrai, mais ponctuellement ça permet quand même d'utiliser une bécane comme ça pour faire de la 3D temps réel, ce qui est quand même pas mal. Alors avant de conclure, je voulais juste relever 2-3 petits défauts que j'ai notés. Le premier, donc par rapport au modèle précédent, c'est un léger bruit de bobine. Voilà, il faut vraiment tendre l'oreille dessus pour l'entendre, mais ça fait un tout petit grésillement si vous êtes dans un studio d'enregistrement par exemple, vous pouvez l'entendre. Donc voilà, ça on me l'a fait remarquer, moi je l'avais vraiment pas entendu du tout. Ensuite, le deuxième point, je trouve, c'est que la consommation elle est quand même en hausse, hein. On est à 230 watts, donc ça devient pas mal, hein. C'est presque une consommation d'un petit PC. Et puis je trouve ça dommage que sur le modèle Pro, ils aient toujours mis ce petit cap de 50 cm. Franchement, vous pouvez pas le mettre vraiment loin de votre écran et de votre machine, alors il faut racheter des câbles, ça coûte quand même très cher. Voilà, ça c'était un petit peu dommage. Évidemment, après, il reprend les qualités et les défauts de l'ancien boîtier qu'on avait déjà évoqué dans notre test. Bon, alors est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces GPU externes? C'est vraiment la grande question et j'ai pas la réponse pour tout le monde puisque ça dépend beaucoup des usages. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même un système qui est plus mature, on a des applications qui sont de mieux en mieux optimisées, notamment chez Adobe, là, ils font quand même des efforts, même chez Apple, hein, ça s'améliore quand même petit à petit. Donc voilà, c'est pas une tour, c'est pas aussi bien qu'une tour, vous aurez pas les meilleurs perfs, mais c'est quand même beaucoup mieux que simplement utiliser le GPU du MacBook Pro. Et surtout, ça permet par exemple de s'acheter un 13 pouces. Avant, on ne pouvait pas s'acheter un 13 pouces et puis lui coller comme ça une carte graphique externe et avoir des performances pour faire du montage vidéo par exemple. Donc pour ça, c'est quand même très très bien. Voilà, je dirais que si vous avez le budget, si vous avez l'usage, c'est très bien. Si vous êtes un petit peu hésitant, si vous êtes plutôt à vous monter des PC, bah voilà, ça vaut peut-être le coup effectivement d'attendre encore un petit peu pour acheter ce genre de matériel qui reste quand même très cher. Bon alors quel modèle choisir, hein? Vous voyez qu'on a quand même l'embarras du choix, on a des modèles plus évolutifs mais qui font plus de bruit, qui coûtent un peu moins cher aussi. Ici on paye quand même du design, on paye de l'intégration, on paye du silence, et ce qui est vraiment pas anodin, hein, je vous le redis encore une fois, mais on paye aussi l'obsolescence quelque part, puisque d'ici 2 ans, voilà, on pourra rien faire, la carte sera un petit peu obsolète. Malgré tout, je pense qu'elle suivra toujours la machine correctement, elle sera toujours plus puissante que votre carte interne, donc vous pouvez aussi changer tout en même temps, hein. Quand vous rachetez une machine, vous rachetez un iGPU, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, c'est de pas mettre tout votre argent là-dedans. Je pense que même le modèle de base de Blackmagic, il permet de vraiment d'avoir un meilleur confort de travail, même un petit Razer avec une 580, ça peut être largement suffisant. Donc voilà, aujourd'hui un iGPU, ça apporte du confort, mais c'est pas encore totalement mature, donc mettez pas tout votre argent là-dedans, sauf évidemment si vous avez un budget illimité. Voilà les amis, alors j'ai essayé de pas faire trop long, mais évidemment si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas aussi à répondre, hein, si vous avez déjà une de ces solutions en fonction de vos activités, ça peut être toujours très intéressant d'avoir des témoignages. En tout cas, si vous avez aimé, les petits likes, bien sûr, on s'abonne à la chaîne, on a dépassé les 50 000, c'est hyper cool. Et puis on télécharge aussi nos applications, il y a plein d'actu, de rumeurs autour des nouveaux iPhones en ce moment. Et puis nous on se retrouve bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. There goes a sight from my soul.